Lorsque l'Union soviétique menait une guerre contre la pratique du judaïsme et tout ce qu'elle représentait, qui a mené l'effort pour la défendre et maintenir la vie juive malgré la persécution? Et comment cette même personne a-t-elle mené une renaissance de l'étude juive aux États-Unis et contribué à combler le fossé entre les Hassidim, l'orthodoxie traditionnelle et l'impératif de s'unir derrière Israël? Aujourd'hui, dans Think Twice, nous examinons l'importance de la vie du sixième rabbi de Lubavitch. Le rabbi, une figure qui, ces dernières décennies, a été éclipsée par son successeur, mais qui n'en demeure pas moins une personnalité majeure de l'histoire juive du XXe siècle. Avec l'auteur d'une nouvelle biographie. Bonjour et bienvenue dans Think Twice. Aujourd'hui, nous laissons de côté les conflits et la politique contemporaine pour aborder un chapitre clé de l'histoire juive. Quand on pense à Chabad et au mouvement Lubavitch et à son impact sur le monde juif, l'attention se porte invariablement sur le septième rabbi de Lubavitch. Rabbi Menahem Mendel Schneerson, figure charismatique ayant mené son mouvement à la notoriété, laissa un héritage si immense qu'aucun successeur ne fut nommé après lui. Inévitablement, cela a conduit à ce que peu d'attention soit accordée, en dehors du monde hassidique, à l'homme qui l'a remplacé, le sixième rabbi, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. Mais si nous voulons comprendre non seulement comment un mouvement hassidique relativement petit est devenu un phénomène mondial, mais aussi l'impact qu'il a eu sur des événements cruciaux des 100 dernières années, nous devons en savoir plus sur l'homme qui a posé les bases de ce développement remarquable. Se pencher sur sa vie, ce n'est pas seulement raconter l'histoire d'un homme de foi admiré. C'est l'histoire de la résistance juive contre l'oppression soviétique et de la survie juive dans la foi face à la guerre d'extermination nazie, ainsi que celle de la façon dont cette petite secte a eu et continue d'exercer une influence sur la vie juive depuis la Seconde Guerre mondiale. Bien plus que ses faibles effectifs ne le laissent croire. Nous accueillons aujourd'hui l'auteur d'une biographie majeure du rabbin Schneerson. Le rabbin David Eliezer est membre du mouvement Chabad Lubavitch et le fondateur, directeur et guide spirituel de la congrégation Chabad Beth Meir HaKohen du North County à Yorba Linda, en Californie. Le rabbin Eliezer est le représentant de Chabad auprès des principales organisations juives et il siège au conseil d'administration de la Fédération juive et des services familiaux du comté d'Orange, en Californie. Il est également membre du conseil des gouverneurs de l'Agence juive pour Israël. Il a été publié dans de nombreux médias différents et il est l'auteur de 2 livres, Le secret de Chabad en 2015 et son plus récent, Undaunted, comment le sixième. Le rabbi de Lubavitch a sauvé les Juifs de Russie, réinventé le judaïsme américain et déclenché une renaissance juive mondiale. Rabbi David Eliezer, bienvenue dans Think Twice. Je suis un admirateur de longue date, ravi d'y participer. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Je voudrais commencer par vous demander pourquoi aujourd'hui si peu de personnes en dehors des Hassidim de Lubavitch connaissent si peu de choses sur le sixième rabbi. Eh bien, les efforts du septième rabbi ont fait de Lubavitch une force internationale dans le judaïsme et ont inspiré un grand respect, même parmi de nombreux juifs laïcs, ainsi qu'une grande réputation, évidemment, au sein de son propre mouvement. Comme vous l'écrivez, il suivait en grande partie les traces de son prédécesseur et s'appuyait sur ses réalisations. Parlez-nous un peu plus de cet homme. Le rabbi, le précédent rabbi à son époque, était certainement bien connu et les gens le comprenaient vraiment. Par exemple, lorsqu'il est descendu du train en 1930 à Chicago, il y avait 15 000 personnes qui l'accueillaient. Et il a reçu des accueils similaires partout aux États-Unis, à Saint-Louis, à Baltimore, à New York, etc. Cependant, je pense que le rabbi a transformé le mouvement Lubavitch dans l'après-guerre, passant d'une communauté hassidique à une puissance mondiale. On plaisante, mais on peut sérieusement dire qu'aujourd'hui, Lubavitch est la plus grande organisation juive au monde, selon certaines études Pew aux États-Unis. Donc les réalisations monumentales du rabbi, qui ont vraiment été inspirées par son beau-père, le précédent rabbi, je pense, ont fait que, comme le dit Sodowick, il l'a éclipsé. Dans la communauté Lubavitch, il était très connu et aussi assez reconnu dans d'autres milieux orthodoxes. Mais je pense que les gens ne comprenaient pas vraiment toute sa vie.
Ce livre a permis, selon moi, de mieux saisir ces réalisations monumentales. Merci d'avoir écouté Think Twice. Que vous nous écoutiez sur l'une des plateformes de podcast ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur JNS TV, merci d'aimer et ou de vous abonner à JNS, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et de nous laisser de bons avis. De plus, en plus de Think Twice, il existe le podcast Jonathan Tobin Daily, où je partage avec vous davantage d'actualités et d'analyses sur les questions les plus importantes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission quotidienne sous le titre Jonathan Tobin Daily sur JNS TV ou que vous écoutiez vos podcasts. Retour à l'émission d'aujourd'hui. Oui, Parlons un peu plus de qui était cet homme, le 6e rabbi. Pouvez-vous nous donner une idée du monde dans lequel il est né et comment il a essentiellement disparu au cours de sa vie, ainsi que des choix auxquels les Juifs étaient confrontés à la fin du 19e siècle lorsqu'il est arrivé à maturité? eh bien, il est né en 1880 et sous Alexandre III, il y a eu un assassinat du tsar seulement 2 ou 3 ans plus tard, ce qui a entraîné un immense antisémitisme en Russie, ainsi qu'une vague massive d'immigration de juifs russes vers les États-Unis. Et vraiment, il y a d'énormes défis à cette époque, vous savez, pour les milieux juifs traditionnels en Russie. Il est né, son père est le rabbi de Lubavitch, qui l'a précédé, le rabbi Shalom Dovber Schneerson, qui est le 5e rabbi. Il est né dans la petite ville de Lubavitch, qui est une sorte d'oasis spirituelle dans l'ouest de la Russie. Aujourd'hui, elle se trouve à seulement 10 miles de la frontière biélorusse. Elle a toujours ce charme d'antan. On a l'impression de regarder une petite ville. Il n'y a plus de rues boueuses. Il y a de l'asphalte maintenant. J'y suis allé, donc il y a de l'asphalte aujourd'hui. Donc il est né dans ce milieu hassidique, vous savez, à une époque où la communauté juive de Russie traverse de sérieux défis. De l'extérieur, un antisémitisme énorme, l'émigration, et de l'intérieur, tant de mouvements différents qui proposent leurs propres solutions. La Haskalah, les laïcs qui veulent rendre les Juifs plus russes et plus ouverts sur le monde, les sionistes qui portent ce grand rêve d'un État d'Israël, les socialistes et les communistes, et tout le monde cherche à gagner l'adhésion des Juifs à ce moment-là. Il naît à ce moment-là, en pleine période de bouleversement immense. Et il vit une vie de tourment, car une fois que le tsar tombe, il se retrouve dans le monde du communisme. Et une fois qu'il est expulsé de Russie, il lutte en Europe occidentale. Après avoir fui l'Europe occidentale, il arrive en Amérique. Donc je pense qu'il s'agit d'un homme qui a dû vivre dans tant d'environnements différents, avec tant de défis différents, et chacun est très différent des autres. Oui, je pense qu'un des points évoqués plus tôt dans votre livre m'a vraiment intéressé. Et alors que vous racontiez l'histoire du mouvement lui-même, ainsi que vous savez sa biographie, vous avez dit que vous savez le chemin de fer à contourner Lubavitch. C'est une histoire intéressante que j'aimerais que vous racontiez, mais aussi parce que, vous savez, c'était un endroit où, en quelque sorte, l'histoire passait à côté. Et pourtant, cet homme qui a grandi dans cet endroit très clairement isolé. A ensuite dominé la scène mondiale. Je ne pense pas que c'était isolé. Je pense que c'était une oasis parce que le 3e rebbe l'a dit. Les frères Polikov, qui étaient les célèbres grands constructeurs de chemins de fer en Russie au milieu du 19e siècle et qui avaient un lien avec Lubavitch. Aussi, cela m'a amené à vouloir que cet endroit soit un lieu de spiritualité, que la gare soit un peu plus éloignée. C'est dans une ville nommée Rudnia, à environ 10 miles en charrette. Je l'ai fait en voiture, mais autrefois, ils prenaient des charrettes pour aller à Lubavitch. Donc, il voulait que Lubavitch continue de préserver cela, que lorsque vous veniez ici, vous arriviez dans un lieu de spiritualité. Et pourtant, Lubavitch recevait des milliers et des milliers de visiteurs de toute la Russie. Donc, même si vous deviez prendre le train puis la charrette, ou avant qu'il y ait un train, vous deviez y aller uniquement en charrette, cela restait une Mecque spirituelle pour les Juifs russes parce que, par exemple, on dit que le 3e rebbe avait 600 000 disciples. Je ne sais pas si c'est le chiffre exact, mais il n'y a aucun doute qu'il était la figure rabbinique la plus influente au milieu du 19e siècle en Russie. Et cela a continué avec chacun des différents rebbes de Lubavitch. Donc, à un certain niveau, c'était un endroit où les Juifs venaient se ressourcer spirituellement. D'un côté, elle était ouverte sur le monde, mais cette ville et son atmosphère étaient vraiment uniques. D'ailleurs, lors de ma visite pour la recherche du livre, on ressent cette singularité. C'était un lieu fréquenté par des chercheurs spirituels.
Et maintenant, alors qu'il était dans la trentaine, il y a eu ce cataclysme immense de la Première Guerre mondiale. On l'oublie souvent aujourd'hui à cause des événements encore plus horribles qui allaient suivre pour les Juifs d'Europe. La Première Guerre mondiale fut aussi un cataclysme pour les Juifs d'Europe de l'Est. Comment cela a-t-il spécifiquement affecté le mouvement Lubavitch? Et comment les Juifs se sont-ils retrouvés pris entre les empires allemands et russes dans ce conflit? Eh bien, les Allemands et l'Empire austro-hongrois, Aussi, les Allemands ont envahi la Russie et Lubavitch se trouvait dans l'ouest de la Russie. Donc son père, qui avait eu une rencontre très étrange avec le Kaiser quelques années auparavant, tous les deux, le père et le fils, le 5e rabbi et le précédent rabbi, se trouvaient à Berlin à un moment donné et ils étaient dans un cadre public où le Kaiser est apparu. Et le Kaiser a remarqué 2 rabbins dans la salle du théâtre. C'était un théâtre en plein air ou un théâtre couvert et il s'est tourné vers un assistant et quelques instants plus tard, ils ont été expulsés. Et son père, le 5e rabbi, a dit à son fils, « Nous devons quitter Lubavitch. Il va envahir parce que j'ai vu déjà à l'époque que cet homme était mauvais et nous ne pouvons pas être au même endroit que lui. » Donc en 1915, je peux juste intervenir. C'est intéressant parce que beaucoup de Juifs russes qui vivaient sous la domination russe supposaient que les Allemands devaient être meilleurs. C'est vrai. Et en effet, les Russes se méfiaient des Juifs parce qu'ils supposaient qu'ils penseraient que les Allemands étaient meilleurs. Ils vivaient avec un peu plus de liberté, certainement qu'en Russie, et pensaient donc qu'ils prendraient le parti du Kaiser. oui, c'est ça, mais le Kaiser, il le voyait chez le Kaiser. Il s'était souvent rendu en Allemagne pour des soins médicaux et percevait chez le Kaiser, spirituellement, quelque chose qu'un juif pieux pouvait voir, mais pas les autres. Il dit, je dois quitter Lubavitch parce qu'il est en train d'envahir. Et donc, en 1915, alors que la petite ville de Lubavitch est la capitale de Chabad depuis plus d'un siècle, 102 ans, il quitte Lubavitch pour ne jamais y revenir. Aujourd'hui, Lubavitch n'est qu'un souvenir. Certains bâtiments ont été reconstruits, mais plus aucun juif n'y vit. Jusqu'à la Shoah, des juifs y vivaient, mais ils ont été exterminés par les nazis. Et donc, ils quittent Lubavitch, et cela marque le début de l'errance, où le centre de Lubavitch passe d'un endroit à l'autre. D'abord de Lubavitch à la ville de Rostov, dans le sud de la Russie, puis de Rostov à Saint-Pétersbourg, ou comme on l'appelait alors, Leningrad, puis de Leningrad à Riga, de Riga à la Pologne, et de la Pologne à New York. Nous commençons cette longue odyssée de 1915 à 1940. Le mouvement Chabad s'installe finalement à Brooklyn, et cela déstabilise le mouvement. Et aussi, cela correspond à une période de bouleversement énorme, parce qu'il y a d'abord eu la Première Guerre mondiale, et après cela, il y a eu autre chose également. Cela allait changer tout le destin des Juifs de Russie. C'était la révolution communiste que nous vivons dans un monde très, vous savez, nous regardons autour de nous et nous voyons le monde comme un peu chaotique. Mais je pense que le chaos auquel nous sommes confrontés est bien moindre que celui des gens de cette époque, où ils ont perdu leur famille, leur foyer, leur liberté, ils ont été projetés dans des environnements politiques totalement différents. Je pense que même si nous voyons aujourd'hui certains défis pour la communauté juive américaine, je crois toujours que nous vivons l'âge d'or de la communauté juive américaine. Eh bien, en comparaison, l'instabilité à laquelle les Juifs d'Europe de l'Est étaient confrontés. Je veux dire, ils étaient, vous savez, ce n'était pas seulement, vous savez, ils étaient pris entre 2 feux pendant la Première Guerre mondiale, ce qui, comme je l'ai dit, n'est pas souvent rappelé. Ensuite, ils se sont retrouvés pris entre 2 feux durant la Révolution russe, subissant des pogroms des Blancs comme des Rouges, sans appartenir à aucun camp. Personne ne les considérait comme étant de son côté. Et cela m'amène, vous savez, à ma prochaine question, à savoir que le coup d'État bolchevique de 1917 et la création de l'Union soviétique ont évidemment été un moment clé de l'histoire européenne du XXe siècle et une catastrophe pour les Russes dans leur ensemble. Mais cela a été surtout désastreux pour les Juifs. Pouvez-vous nous parler de la façon dont les Soviétiques ont traité les Juifs, en particulier au cours de cette première décennie après la Première Guerre mondiale? Et qu'était la Yevsektia et comment fonctionnait-elle? Il faut dire que le communisme était à la fois terrible et merveilleux. Jusqu'à la révolution communiste, un juif ne pouvait vivre que dans une région spécifique de Russie, la zone de résidence. Il n'avait pas accès à l'université, peu de liberté et de stabilité économique. Et l'une des choses que la révolution communiste a faites, du moins officiellement, a été de lever toutes les restrictions contre les juifs et de leur permettre de vivre où ils le souhaitaient et de poursuivre les études ou les carrières professionnelles de leur choix. Et beaucoup des dirigeants du Parti communiste étaient juifs parce qu'ils voyaient là un espoir de se débarrasser du tsar despotique.
En revanche, l'inconvénient était que le prix à payer était de devoir se débarrasser de la religion, pas seulement du judaïsme. Ils ont aussi mené une guerre contre le christianisme. Ils craignaient d'affronter les musulmans à cause de leur grand nombre. C'est très intéressant. Et ils ont créé cela. Ça sonne familier aux oreilles du 21e siècle. Oui, aujourd'hui nous avons peur de nous opposer à l'immoralité. Vous savez, quand nous voyons de la violence ou de l'extrémisme politique dans la communauté musulmane, nous avons peur de nous y opposer. La même peur existait parmi les communistes, parce qu'ils ont créé une organisation chrétienne de communistes pour persécuter les chrétiens pratiquants en Russie ou l'Église orthodoxe russe. Et ils ont aussi créé la Yevsektia, qui était la section juive du Parti communiste. Et beaucoup de ses dirigeants venaient de familles religieuses. Et ils ont mené la guerre contre le judaïsme en Russie pour le détruire. Et ils ont simplement fermé toutes les écoles juives, ils ont créé leur propre système scolaire juif où l'on étudiait en yiddish et où l'on étudiait Karl Marx au lieu de Moïse. Et ils ont essayé de faire cesser les activités de tous les responsables religieux autant qu'ils le pouvaient et de refuser aux juifs le droit de vivre leur vie en tant que juifs religieux. Et cela a préparé le terrain pour probablement l'une des batailles les plus importantes dans la vie du précédent rabbi, où tous les grands dirigeants rabbiniques quittent la Russie et lui restent engagés envers le bien-être de chaque juif du pays et déterminés à tenir tête aux communistes. Dites-nous comment le rabbi a riposté et dans quelle mesure ses efforts pour défendre le judaïsme à une époque où le judaïsme était assiégé ont été couronnés de succès. Et contrairement à des décennies plus tard, vous savez, pour ceux d'entre nous qui ont atteint l'âge adulte, pendant le mouvement pour les Juifs soviétiques, ceux-ci étaient largement isolés et sans soutien extérieur. Surtout le grand nombre d'entre eux qui étaient de gauche et soit favorables aux soviétiques, soit du moins convaincus qu'ils étaient meilleurs que leurs prédécesseurs tsaristes. Alors pourquoi devrions-nous nous impliquer? Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a agi à la fois sur le plan public. Il a créé un comité de rabbins qui était le visage public du judaïsme en Russie. Et au-delà de cela, en 1924, il a réuni 9 de ses plus proches hassidim et ils ont fait ce qu'on appelait en hébreu un shezas bris, c'est-à-dire une alliance jusqu'à la mort pour maintenir le judaïsme vivant en Russie. Beaucoup de ces personnes sont parties. Il existe une vieille blague chez les hassidim. Quand j'ai grandi à la yeshiva, il y avait ces vieux hassidim qui étaient tous passés par la Sibérie et disaient « Toi, tu as fait 2 ans en Sibérie, c'est une mitzvah ordinaire. Moi, j'ai fait 10 ans, ça c'est la vraie mitzvah. » Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un système clandestin en Russie qui gérait essentiellement des écoles juives, des synagogues, des structures communautaires, des mikvés, tout ce qui était nécessaire, un soutien financier pour maintenir tant bien que mal la vie juive en Russie. Bien sûr, cela n'a pas touché chaque juif russe individuellement. Mais ce que cela a fait, c'est que cela a créé un système éducatif qui a perduré. J'ai entendu un jour un discours incroyable. En 1994, j'ai assisté à une commémoration pour le rabbi de Lubavitch à Tel Aviv, seulement 30 jours après son décès. L'orateur principal était Yitzhak Shamir, ancien premier ministre d'Israël. Et il s'est levé et il a dit que dans les années 1950, j'étais au Mossad, dans les services secrets israéliens, et nous avons décidé de tendre la main aux Juifs de Russie. Et nous avons découvert que dans chaque ville et village de Russie, il y avait un réseau secret dirigé par le rabbi de Lubavitch à New York. Ce réseau a duré jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Et si vous venez en Russie aujourd'hui, je veux dire 90% de la vie juive en Ukraine, en Russie et dans toute l'ancienne Union soviétique est dirigée par le mouvement Lubavitch, parce que ce réseau secret a toujours existé. Il a connu des hauts et des bas, et finalement, il a fini par donner naissance à la renaissance de la vie juive que nous voyons aujourd'hui dans l'ancienne Union soviétique. Donc, il a survécu. Beaucoup de personnes ont été tuées. Quand je suis parti étudier à la yeshiva en Israël, plusieurs de nos enseignants avaient été arrêtés, non pour activité illégale, mais parce qu'ils éduquaient des enfants juifs et aidaient des juifs à fuir la Russie. Et ces personnes-là, d'ailleurs, nous ont servi de puissants modèles à ma génération en matière d'abnégation. Alors il a créé ce réseau secret, il a été financé en grande partie par des juifs de l'étranger. Il a cherché davantage de soutien à l'étranger. Malgré les difficultés, il a veillé à ce que chaque ville et village de Russie dispose d'une infrastructure juive pendant toute la période soviétique, le tout dans la plus grande discrétion. Oui, il a aussi été arrêté plusieurs fois, comme vous le dites dans votre livre. Il a été arrêté 6 ou 7 fois, et cela a culminé en 1927 lorsqu'il a été arrêté et condamné à mort.
Et cela a finalement été annulé en raison de la mobilisation des Juifs du monde entier et il a été exilé. Et finalement, il a été libéré. Et grâce à un important effort diplomatique, il a été autorisé à quitter la Russie en 1927. Il hésitait à partir ou non, mais il était vraiment confronté soit à la mort, soit à quitter la Russie et essayer d'organiser depuis l'extérieur un réseau secret à l'intérieur du pays. Et il a fait ce choix. Il était en mauvaise santé. Je veux dire, c'était... Vous parlez beaucoup dans le livre de ses problèmes de santé. Être le chef d'un mouvement clandestin sous la persécution active d'un gouvernement totalitaire, c'est une tâche intimidante même pour une personne en très bonne santé. Mais pour une personne qui souffrait vraiment de graves problèmes de santé, cela a dû rendre la chose encore plus difficile. Sa santé s'est beaucoup détériorée au fil des années. En 1932, ils lui ont diagnostiqué une sclérose en plaques, une SEP. Mais je pense que ce qui est plus intriguant, c'est que même s'il avait des problèmes de santé lorsqu'il était en Russie, ils n'étaient pas aussi graves qu'après son départ de Russie. Ce qui m'intrigue, c'est qu'en arrivant en Amérique en 1940, avec une attitude révolutionnaire, il souhaitait transformer la vie juive américaine. Il descend du bateau, il a du mal à parler, il est en fauteuil roulant. Et il amorce une transformation de la vie juive américaine au cours des 10 dernières années de sa vie qui est vraiment radicale et incroyable. Et le fait qu'il fasse tout cela, malgré tous ses problèmes de santé et ses défis médicaux, et qu'il essaye aussi de sauver autant de personnes que possible en Europe, en même temps, je trouve que les défis de santé qu'il a rencontrés plus tard dans sa vie sont encore plus intrigants que ceux qu'il a connus lorsqu'il était en Russie. Mais en Russie, il fait face à la mort. Et il tient tête aux communistes sans aucune peur, ce qui d'ailleurs a, selon moi, créé une culture très intéressante au sein de Chabad. Tout le monde sait que lorsqu'il y a quelque chose à faire, je ne dis pas que les rabbins Chabad sont parfaits ou qu'ils agissent toujours ainsi, mais ce sont les fils du rabbi. Mais au sein de cette communauté, il y a une véritable culture du sacrifice de soi pour l'autre et la volonté d'aller partout où il le faut. Je veux dire, qui d'autre est prêt à vivre à l'île Maurice ou n'importe où ailleurs dans le monde? Ouais, ou peu importe où tu vas aller. Tout le monde sait que si tu as besoin, si tu es là-bas et que tu es coincé, que tu es à Machu Picchu en Amérique du Sud, ou peu importe où tu es, le Shabbat est là. D'où cela vient-il? D'une culture d'abnégation. Et qui a créé cette culture? C'est lui en Russie, parce que lui et ses disciples ont risqué leur vie et ils ont créé et ancré cette idée au sein du Shabbat. Que lorsqu'il s'agit de travailler pour l'avancement du peuple juif, lorsqu'il s'agit de défendre les Juifs, de défendre le judaïsme, de défendre Israël, nous devons être sans complexe, sans peur et ne nous laisser intimider par personne. Je me rappelle toujours que mon professeur à la yeshiva a passé 9 ans en Sibérie, alors que j'avais aussi des difficultés, comme nous tous. Je suis venu dans un quartier résidentiel du comté d'Orange pour créer un centre Chabad qui a finalement réussi grâce à Dieu, malgré de nombreuses années difficiles. Je me demande toujours quelle est ma difficulté, collecter un peu d'argent ou gérer tout cela comparé à être envoyé au goulag. Je pense que cela a instauré chez Chabad une culture ayant vraiment influencé la communauté juive mondiale. Oui, ça met les choses en perspective. Maintenant, l'une des histoires parallèles intéressantes qui apparaît dans votre livre, surtout dans l'histoire avant la Seconde Guerre mondiale ou même pendant celle-ci, c'est la relation parfois harmonieuse et parfois conflictuelle entre Chabad et le Joint Distribution Committee ou le Joint, qui était alors et qui est toujours une source principale d'aide philanthropique juive pour les communautés juives en danger à travers le monde. Quels étaient les points de tension entre Chabad et le Joint avant la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, tout d'abord, Chabad et le Joint ont eu une longue relation qui dure depuis un siècle. C'est comme un mariage, parfois on s'entend, parfois non. Mais même si le précédent Reb avait de profonds désaccords avec le Joint dans les années 20 et 30, il ne les a jamais critiqués publiquement. Il ne l'a fait qu'en privé parce qu'il a toujours vu la valeur des actions du Joint. Et nous avions aussi, vous savez, de nos jours en Russie, je pense qu'après la chute de l'ère communiste, il y a eu beaucoup de rivalité en Russie pour savoir qui allait devenir l'organisation dominante. Que va-t-il se passer? Je pense qu'il y avait aussi à l'époque certaines tensions avec le Joint qui se sont vraiment apaisées et maintenant nous travaillons en coopération avec eux. Cependant, ce qui s'est passé dans les années 20 et 30, je pense, est la plus grande erreur de la philanthropie juive dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire le Joint
Le responsable du joint était Félix Wahlberg, qui à cette époque était le gendre de Jacob Schiff, qui je crois était déjà décédé à ce moment-là. Et Félix Wahlberg, d'après ce que dit son biographe, était un juif qui se rendait au temple Emmanuel pendant une demi-heure à Yom Kippour. Ce n'était pas quelqu'un de spirituel. Il est allé en Russie en 1926. Et les Russes, les communistes, les Yevsektia et les communistes en Russie voulaient créer des colonies juives où les Juifs seraient impliqués dans l'agriculture. Le Rebbe voulait que les Juifs puissent vivre dans des environnements urbains où ils pourraient travailler en privé chez eux. Ils pourraient vivre au sein de leur communauté juive. Ils auraient une infrastructure communautaire. Ils pourraient autant que possible gagner leur vie grâce à des activités à domicile. Et ce qui s'est passé, c'est que ce titan de Wall Street a amené le Joint à conclure un partenariat avec les communistes. Et de 1924 ou du milieu des années 1920 jusqu'en 1937, ils ont investi, en dollars d'aujourd'hui, 250 millions de dollars dans cette agriculture. Ils deviennent les partenaires des communistes pour construire des colonies agricoles pour les Juifs. Là où vous arrivez, il n'y a ni synagogue, ni école, ni structure communautaire. On tente de faire des Juifs de bons communistes. Et cela se termine mal parce qu'en 1937, Staline, qui s'est retourné contre tout le monde, s'est retourné contre le JDC et il y avait 200 employés du JDC en Russie et ils ont été soit exilés, tués ou emprisonnés. Alors ils le cachent ici en Amérique parce que leur réputation va en pâtir. Vous savez, qu'est-il arrivé à tous les nôtres ? C'est choquant pour moi, car je n'oublierai jamais les morts du terrorisme à Mumbai qui nous ont profondément bouleversés. Ici, le Joint a perdu 200 personnes et l'affaire a été étouffée. Maintenant, il se trouve que c'est vraiment une histoire choquante. Et il arrive en Amérique en 1929 ou 1930. Il est surtout en relation avec les dirigeants du Joint en Europe, qui le respectent tous énormément. Et comme l'un d'eux l'écrit dans un rapport aux dirigeants en Amérique, le rabbi est le seul qui sait comment faire entrer des choses en Russie. En d'autres termes, l'argent, l'organisation, la logistique. Il a réussi à le faire. Pour aider un juif en Russie, donnez l'argent au rabbi à Riga, en Lettonie. Dans quelques mois, il l'apportera en Russie à la personne concernée. Cependant, Wahlberg était tellement convaincu qu'il faisait ce qu'il fallait. Il était allé en Russie en 1926. Il a vu les villages, Wahlberg 6, Wahlberg 7, tout le monde debout là avec leurs outils agricoles. Ils ont embobiné ce type. De vrais villages Potemkin, ouais. Villages Tatanka. Et à la fin, c'est intéressant, il y a un journal, je ne sais pas si tu t'en souviens, je me rappelle enfant, il s'appelait Soviet Heimland. C'était un journal de propagande soviétique. Dans les années 1950, il a écrit « Les colonies juives ont échoué, elles sont mortes ». Donc le Joint a dépensé $250 million pour une expérience ratée. De l'autre côté, 250 millions de dollars des années 20 et 30. Oui, dans les années 1920, plus d'argent que... Comment? c'est $250 million aujourd'hui. Mais d'un autre côté, quand un millier de Hassidim ont fui la Russie après la guerre, qui s'est tenu à la droite de Chabad et qui était là pour aider ces gens à s'installer et à s'installer partout dans le monde, c'était le Joint. Quand Chabad a créé un système scolaire au Maroc à partir de 1950, qui a fini par accueillir des dizaines de milliers d'élèves, qui était le principal partenaire de Chabad, c'était le Joint. Et dans beaucoup d'autres initiatives, c'était pareil. Donc même si le rabbi avait un profond désaccord avec eux, qu'il n'a jamais exprimé publiquement, il le faisait toujours en privé avec eux parce il écrivait toujours « Le Joint fait de bonnes choses ». Il n'était pas d'accord avec Wahlberg. Wahlberg, issu d'un milieu laïque, méprisait le rabbi. Nous possédons des lettres de Wahlberg. Je ne lui fais pas confiance. Il ne croyait même pas à l'antisémitisme en Russie. La perception des dirigeants du Joint en Amérique de la réalité en Russie était tout simplement choquante. Il n'était pas le seul à être allé en Russie et à croire avoir vu l'avenir. C'est l'avenir. Et vous savez, mais donc ce qui s'est passé, je pense, c'est que c'était un chapitre très sombre du Joint qui a finalement été documenté par l'historien du Joint. Je n'ai jamais vu de mémorial pour toutes les personnes qui ont été tuées. Mais en même temps, la relation avec le mouvement Loubavitch dans l'après-guerre, au Maroc et dans beaucoup d'autres endroits, et aujourd'hui au Joint, vous savez, nous sommes le plus grand acteur de la vie juive dans l'ex-Union soviétique. Le Joint a moins de centres qu'il y a 20 ou 30 ans, mais continue un travail important. Dans de nombreuses communautés, nous collaborons et travaillons avec eux. C'est comme une longue relation, une famille, une mishpacha. Pendant quelques années, on ne s'entendait pas, puis très bien, et maintenant on essaie encore de bien s'entendre. Voici ce que je pense. Les philanthropes juifs devraient vraiment réfléchir à l'endroit où ils investissent leur argent.
Et aujourd'hui, il n'y a aucun doute là-dessus, il existe un certain parti pris envers le Chabad et qu'une partie de la communauté juive, surtout du côté plus laïque, ne veut pas nous soutenir, même si nous sommes dans de nombreux domaines une force majeure de la vie juive. Regardez la vie juive sur les campus aujourd'hui. Le succès du Chabad est incroyable. Et regardez, si vous allez en Ukraine, j'y suis allé 2 fois depuis le début de la guerre. Les fédérations juives ont beaucoup soutenu notre travail en Ukraine. Les gens réalisent que nous sommes l'acteur principal dans ces environnements. Et donc, il y a encore un certain malaise chez certains juifs du côté le plus libéral de la communauté juive, et je le comprends. Peut-être qu'ils ne partagent pas nos valeurs et notre idéologie. Il faut alors regarder la réalité et décider si nous voulons accomplir la tâche. Le mouvement Lubavitch est-il vraiment apte à cette tâche? Parce que je pense que nous luttons encore contre ces préjugés dans certaines parties du monde juif. Mais je me reconnais dans l'histoire juive classique, et c'est certainement une histoire très intéressante, une histoire juive célèbre, rien de nouveau. D'accord. Maintenant, en poursuivant l'histoire, en avançant dans la vie du Rebbe, une fois que le 6e Rebbe a quitté la Russie, il est resté en Europe pendant les années 30, bien qu'il ait visité les États-Unis. Il a visité ce qui était alors la Palestine. Mais alors que les 2 mouvements totalitaires, le communisme et le nazisme, intensifiaient progressivement leur oppression des Juifs. Quels étaient alors ses objectifs et quel genre de succès a-t-il rencontré dans la revitalisation du judaïsme à cette époque en Pologne qui, avant la Shoah, abritait des millions de Juifs? C'était le plus grand centre de vie juive au monde. C'est vrai, il n'y a aucun doute là-dessus, mais voyez-vous, il arrive en Pologne et il ne suit pas le programme du reste du monde Haredi. Le monde Haredi est politiquement aligné avec le Gush Emunim. Chabad a toujours refusé de s'engager politiquement, quelle que soit la situation. Et lui aussi, depuis la Pologne, essaie de faire tout ce qu'il peut pour aider les Juifs dans le monde entier. Il envoie des émissaires en Afrique du Sud, en Australie et dans de nombreux autres pays pour dynamiser la vie juive. C'est vrai, mais il est intéressant de noter qu'en Pologne, il avait peu de disciples et fonda un réseau de yeshivot qui, en 1930, ne comptait qu'une yeshiva avec environ 50 à 100 étudiants. Et en 1939, il avait 11 yeshivot avec près de 1500 étudiants. Il était vraiment en train de construire le mouvement Lubavitch de l'intérieur en Pologne. Et parfois, il est en désaccord avec les autres dirigeants de la communauté plus Haredi parce qu'il ne les rejoint pas dans cet engagement politique, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Lubavitch est le seul grand groupe religieux en Israël qui ne fait partie d'aucun parti politique. Les Hasidim Lubavitch en Israël votent tous individuellement pour le parti de leur choix. Et je dois vous dire quelque chose d'hilarant. Chaque année, ils publient le décompte des votes par parti dans chaque ville d'Israël. Il existe une ville Lubavitch nommée Tzfat Lubavitch. Il y a toujours quelqu'un à Tzfat Lubavitch qui vote pour le parti de gauche Meretz. Je ne sais pas qui c'est, peut-être un farceur, mais il y a un partisan Meretz parmi des milliers d'électeurs. Mais écoute, c'est peut-être un ancien de Meretz qui est devenu religieux. C'est un pays libre, Dieu merci. Ils peuvent voter pour qui ils veulent, mais Lubavitch n'a jamais fait partie de ce système. Et il y a toujours eu une tendance à l'indépendance, historiquement, donc je pense qu'en Pologne, il lutte pour rester pertinent. Il est aussi en désaccord avec une partie de l'establishment religieux local. Et en même temps, il essaie de tendre la main aux communautés juives du monde entier. Il essaie de collecter des fonds et de coordonner un système clandestin en Russie. Il envoie des émissaires en Afrique du Sud, Australie et ailleurs pour rejoindre ces communautés juives. Il passe 1 an en Amérique, d'où il revient avec une attitude très différente envers les Juifs américains parce que beaucoup d'orthodoxes considéraient l'Amérique comme ce qu'on appelle une treifa medina, un pays non-kasher. N'y va pas, ta pratique du judaïsme va en pâtir. Et le Rebbe revient d'Amérique après y avoir passé presque 1 an avec un regard extrêmement optimiste sur les Juifs américains. Il sent qu'ils ont un certain esprit pur, ils sont ouverts à la spiritualité. Et il ressent un grand optimisme pour les Juifs américains. Et sur le quai, le jour de son départ, il dit que l'Amérique deviendra le grand centre de l'étude juive à l'avenir. Et il a ce sentiment d'optimisme. Donc pendant cette période de l'entre-deux-guerres, c'est vraiment une période de transition pour Chabad, mais il décide de rester en Pologne parce qu'il sent qu'il doit s'occuper des Juifs russes. Vous aurez une plus grande proximité et vous développerez également la communauté Chabad en Europe centrale, en Europe de l'Est et en Pologne, dans ces pays. La tradition hassidique aura un avenir dans ce monde. D'accord. Maintenant, la Shoah représente évidemment une période de tragédie unique pour tous les Juifs. Mais quel a été son impact spécifiquement sur le mouvement Chabad qui, malgré la fuite du Rebbe, ce qui est, vous le savez, une histoire intéressante que vous racontez en soi,
La plupart de ces dirigeants et rabbins étaient, comme le reste des Juifs européens, piégés dans l'Empire nazi. Et ensuite, pouvez-vous nous dire un peu quel rôle Chabad et le rabbi ont joué dans les efforts, en grande partie infructueux, mais en partie couronnés de succès, aux États-Unis pour sensibiliser à la nécessité de sauver les Juifs? Je trouve intéressant de raconter comment il a été sauvé, car cela pourrait inspirer un film hollywoodien, même si je doute qu'Hollywood s'intéresse à l'histoire d'un rabbin religieux ayant accompli cela. Dans un tout autre genre d'Hollywood. Oui. Un autre type d'Hollywood. Pourtant, bien que le mouvement Lubavitch soit très minoritaire aux États-Unis, avec peu de membres, il attire l'attention de la Maison-Blanche. Et le gouvernement américain s'adresse au gouvernement allemand et dit « Nous sommes en septembre-octobre 1939, sauvez ce rabbin ». Ils envoient des soldats allemands à Varsovie pour le retrouver. Les Allemands veulent agir ainsi, car ils pensent que si l'Amérique est satisfaite d'eux, on ne sait pas encore comment la guerre va tourner. Je doute même qu'ils savaient où en était la guerre. Oui, il faut rappeler qu'au moment de la conquête de la Pologne, les États-Unis sont encore neutres et n'entrent en guerre que 2 ans plus tard. L'Amérique n'entre en guerre que 2 ans plus tard. À ce moment-là, l'Allemagne pense qu'en aidant les Américains, ces derniers resteront neutres. Donc il découvre où il se trouve et il est envoyé à la fin décembre 1939, il est envoyé à Riga. Et depuis Riga, il vient aux États-Unis. Maintenant, aux États-Unis, il arrive et la première chose qu'il fait, c'est tout ce qu'il peut pour sauver les étudiants de ses yeshivas. Il avait encouragé autant de membres de Chabad que possible en Pologne à quitter la Pologne et à aller en Lituanie, qui était un pays neutre à l'époque. Et il commence à envoyer des lettres partout dans le monde pour trouver des visas, pour trouver des endroits où ils peuvent aller. Il tente de collecter de l'argent, mais ses moyens restent très limités. Il n'a pas ici une base de soutien solide aux États-Unis. Aujourd'hui, le mouvement Lubavitch est une force majeure du monde juif. Dans chaque quartier résidentiel en Amérique, il y a un grand bâtiment Lubavitch. À l'époque, il y avait peut-être une centaine de vrais hassidim en Amérique, mais aucun n'avait vraiment d'argent. Donc il n'a pas d'argent. Et même si le mouvement Chabad avait atteint les plus hauts niveaux du gouvernement américain pour sauver le Rebbe, cela ne s'est traduit par aucune influence politique, sous aucune forme. C'était une opération unique. Des membres clés de la Maison-Blanche de Roosevelt ont voulu sauver ce rabbin, puis ont perdu tout intérêt. Il n'a aucune influence politique et dispose de peu de ressources financières. Et au début, il fait tout ce qu'il peut pour sauver le plus d'élèves possible. Mais il est vraiment démoralisé et, dans cette longue lettre écrite en 1943, il dit que les politiciens ne nous écoutent pas. Dans le passé, les Juifs pouvaient plaider auprès de politiciens ouverts. Les médias ignorent notre parole et les dirigeants juifs sont impuissants. Et nous savons, si vous regardez, vous savez, il n'y a aucun doute, comme Raphaël Madoff l'écrit, que Roosevelt a flatté le leader juif le plus important de l'époque, Stephen S. Wise, qui manquait de courage pour prendre la tête de la communauté juive américaine et l'organiser afin de tenir tête à la Maison-Blanche. Il voulait mener la guerre, pas sauver les Juifs. Il refusait de bombarder Auschwitz ou de faire des actions simples pour y parvenir. Donc le Rebbe est extrêmement frustré parce qu'il n'a pas le poids nécessaire et il n'a pas l'argent, il n'a pas l'influence. Il essaie tout ce qu'il peut pour sauver chaque individu. En apprenant que des Juifs qu'il connaît sont dans des camps de réfugiés en Australie, il écrit à ses disciples sur place pour leur demander de s'occuper d'eux. Quand il trouve des réfugiés américains dans le nord, au Saguaro, il envoie ses disciples les aider. Il fait tout son possible, mais il est très limité, en mauvaise santé et en fauteuil roulant. Il ne peut pas voyager. Fait intéressant, il soutient la célèbre marche sur Washington en octobre 1943, à laquelle il envoie un groupe très distingué. Mais lui-même n'est pas capable d'y aller parce qu'il est physiquement incapable de s'y rendre. Mais il envoie un groupe distingué, 4 de ses hassidim respectés, pour représenter Chabad lors de cette marche. Ce qui s'avère être le catalyseur de la création du War Refugee Board qui commence à changer le destin et à sauver de nombreux Juifs en Europe. Mais je pense qu'il a fait tout ce qu'il pouvait dans son contexte. Mais en raison de son incapacité à agir au niveau politique, il dit aussi « C'est un moment où nous devons répondre spirituellement en priant, en étudiant davantage la Torah, en nous tournant vers Dieu. » La réponse juive classique dans les moments terribles de tragédie et de crise, c'est qu'il doit y avoir une réflexion spirituelle. Il a donc demandé cela aussi à ce moment-là. Mais il sauve un groupe de ses élèves qui finissent à Shanghai. Près de 50 d'entre eux se retrouvent à Shanghai. Certains arrivent au Canada avant la guerre.
Mais il cherche toujours ce qu'il peut faire. Je veux vous raconter une histoire très intéressante à son sujet que je trouve vraiment intrigante. En janvier 1941, un groupe d'élèves de la yeshiva de Tels, qui est une yeshiva célèbre en Europe, tous munis de passeports britanniques, se retrouvent, je crois, soit à Brisbane, soit à Adélaïde. Ils finissent en Australie. Quand les Australiens les voient de là-bas, vous savez, c'était un pays du Commonwealth britannique. Ils sont arrivés ainsi, après avoir traversé toute la Russie jusqu'en Chine. L'Amérique n'entre en guerre qu'en décembre 41, là, c'est janvier 41, et ils se retrouvent en Australie. À l'époque, il n'y avait pas d'école juive en Australie. Les rabbins orthodoxes étaient présents mais discrets. Ils n'ont pas remis en cause la baisse de religiosité de leurs membres. Les juifs locaux ont alors proposé « Allez en Amérique, nous financerons votre voyage ». Alors tous les étudiants de la yeshiva de Tels écrivent des lettres au directeur, le Rosh Yeshiva, de la yeshiva de Tels qui était venu d'Europe. Il était déjà en Amérique. Il s'appelait Rav Eliezer Bloch, un grand érudit de la Torah. Obtenez-nous des visas pour l'Amérique. Et ils obtiennent les visas et vont à Cleveland où ils ont reconstitué la yeshiva de Tels qui existe encore aujourd'hui. Il y avait un étudiant Lubavitch dans ce groupe. Il s'appelait Chaim Gutnick et il venait d'une famille Lubavitch. Alors il écrit une lettre au rabbi à Brooklyn et il dit « Envoyez-moi un visa ». Et le rabbi lui renvoie un message. Janvier 41 après la guerre, des réfugiés viendront en Australie et tu dois rester là-bas pour créer un lieu de Torah, leur parler de Dieu et renforcer le judaïsme. À ce moment-là, Hitler est à son apogée en Europe. Les gens Même Roosevelt n'aide pas encore vraiment Churchill comme il le voudrait. L'Angleterre subit alors le Blitz, et le rabbi dit qu'il y aura des réfugiés qui viendront en Australie après la guerre. Et si vous allez en Australie aujourd'hui, l'une des familles rabbiniques les plus en vue, le chef du tribunal rabbinique, le responsable de la cacheroute, partout, c'est la famille Gutnick qui est devenue l'une des plus importantes, l'un des rabbins les plus en vue de son époque en Australie. Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants perpétuent cet héritage aujourd'hui. Mais c'était la vision d'un rabbi. Il voyait non seulement ce qui se passait à ce moment-là, mais aussi ce qui allait se passer dans le futur. Alors il vient de l'évoquer. Aujourd'hui, 80% des rabbins en Australie dans les synagogues sont Lubavitch. Sacré parcours avec beaucoup de bonnes choses. D'ailleurs, beaucoup de bonnes choses. Ouais. Bonjour. Une fois aux États-Unis, comme vous l'écrivez dans votre livre, le rabbi a fait le choix délibéré de faire quelque chose de différent. Ne pas essayer de s'intégrer comme l'ont fait beaucoup d'autres groupes orthodoxes ou hassidiques, mais essayer de diffuser la philosophie de Chabad et de développer l'éducation juive. Contrairement à d'autres qui pensaient, que, vous savez, face à la tendance du judaïsme laïque, il fallait simplement préserver notre propre petite communauté. Nous ne pouvons pas aller vers les autres. Pourquoi a-t-il fait ce choix? Quelle a été la réaction de la majorité du monde juif à l'époque? D'abord, la majorité du monde juif, surtout laïque, pensait qu'il était sans importance. Le monde juif orthodoxe pensait qu'il vivait dans un fantasme. Et il descend du bateau et il dit cette phrase célèbre. L'Amérique, c'est nicht anders. L'Amérique n'est pas différente. Le judaïsme survivra dans ce pays et prospérera tout comme il l'a fait en Europe. Et vous consacrez 2 chapitres à cette expression. Exactement, c'est une expression clé. Et c'est ce qu'il a fait pendant les 5 années de la guerre et ce qu'il a fait après la guerre. Ces 2 choses sont très importantes. Et ce qu'il fait, c'est qu'il change l'approche du judaïsme traditionnel en Amérique, passant de la défense à l'offensive. Il ne va pas rester en retrait et attendre que vous veniez à lui. Donc, sa première grande initiative se situe entre 1940 et 1950, selon le professeur Sarna, qui est probablement l'un des historiens juifs les plus éminents d'Amérique. Professeur Jonathan Sarna. Jonathan affirme que 92 écoles juives ont été créées, dont un tiers par le rabbi, principalement durant les 5 années de guerre. Il affirme qu'il faut révolutionner le judaïsme en Amérique et l'éducation juive est l'outil principal. Il fait vraiment en Amérique ce qu'il a fait en Russie, parce qu'en Amérique, il a eu le même débat avec le monde orthodoxe qu'en Russie. Parce que lorsque le communisme arrive, tous les grands dirigeants des grandes yeshivot, Reb Yisroel Salanter, le Hafetz Haïm, qui est une personne sainte, Reb Aaron Kotler, tous ces gens partent avec leurs yeshivot et beaucoup d'autres. Ils disent « Quittons la Russie immédiatement pour la Pologne ou la Lituanie afin de sauver le judaïsme ».
Certains arrivent en Amérique avant et pendant la guerre, voulant instaurer le modèle d'un judaïsme de forteresse toujours présent aujourd'hui. Visitez Lakewood, New Jersey. C'est un succès remarquable. Il y a 5-6 000 personnes qui étudient à plein temps dans la fameuse yeshiva là-bas, mais c'est à Lakewood, New Jersey. Le Rebbe dit « Non, je suis responsable du bien-être de chaque juif ici et dans le monde ». C'est la vision d'un leader mondial. Et il dit « Ce que je veux faire, c'est créer un réseau, changer l'attitude envers l'éducation juive en Amérique ». La plupart des juifs américains pensent que les écoles publiques sont la clé pour accéder à l'université et réussir dans ce pays. Il va à contre-courant. Le niveau de l'éducation juive ici est extrêmement bas. Mais la meilleure description pour moi est celle qu'un rabbin, aujourd'hui décédé, m'a donnée, mais il était à la porte. Il était sur le quai lors de l'arrivée du Rebbe et m'a raconté cette histoire. Rabban Herschel Fogelman a été envoyé par le précédent Rebbe vers les années 40 à Worcester, Massachusetts, pour créer une école juive. Ses enfants perpétuent aujourd'hui son œuvre. Voici ce qu'il m'a raconté. Il dit « Nous, à cette époque, il n'y avait que quelques yeshivas en Amérique. La yeshiva principale d'Amérique était Torah Vodaas, qui reste aujourd'hui très importante. Le rabbin Fogelman y était étudiant à 18 ou 19 ans. Il me l'a décrit ainsi. Nous, quelques juifs religieux en Amérique, nous nous sentions comme une caravane de chariots dans la prairie entourée par les Indiens. Nous avons tous vu les vieux westerns. La caravane de chariots forme un cercle. Les Indiens tournent autour. Ils tirent. Ils essaient tous de se défendre et les Indiens essaient de les attaquer. Et puis la cavalerie américaine arrive et chasse les Indiens. Qu'est-ce que Fogelman m'a dit? Que le Rebbe est arrivé comme la cavalerie américaine, voulant conquérir tout le continent, pas seulement chasser les Indiens. Ainsi, il change l'état d'esprit de la communauté juive américaine, passant de la défense à l'offensive. Il doit mener une bataille au sein de sa propre communauté pour élever leurs horizons. Il doit affronter le monde orthodoxe qui, même en Amérique, suit le modèle du judaïsme forteresse. Nous construirons une institution pour nos enfants sans transformer toute la communauté. Le Rebbe, lui, est le révolutionnaire. Et nous voyons maintenant, si l'on avance rapidement jusqu'en 2026, selon la plus récente étude Pew, 1/3 des Juifs américains vont au Shabbat chaque année. Vous savez, c'est tout simplement stupéfiant. En d'autres termes, on pourrait dire que le nombre de personnes qui fréquentent le Shabbat, dont 80 à 90% ne sont pas orthodoxes, est supérieur à celui des personnes qui fréquentent aujourd'hui le mouvement réformé. On peut avancer un argument statistique à ce sujet. Une affirmation encore plus étonnante. Et cela montre aussi à quel point les anciennes façons dont nous nous divisons et nous identifions par affiliation sont en quelque sorte obsolètes aujourd'hui. Absolument. Et nous voyons ici qu'il descend du bateau en 1940, il veut changer la direction du judaïsme américain. Quand Lubavitch disait « Si un tiers vient, où sont les 2 autres tiers? Il faut aussi les faire entrer eux aussi. » Mais à ce moment-là, il est en train de changer la direction du judaïsme traditionnel dans ce pays. Ils ne cherchent pas à créer une grande yeshiva, même si elles font des choses remarquables, mais elles ne sont pas pertinentes à Orange County, en Californie. Lui veut changer la direction. Il a ce sentiment d'optimisme, il va changer la direction, et avec des ressources limitées, il est en fauteuil roulant. Son élocution est difficile et laborieuse. Et combien de Hasidim a-t-il en Amérique? 100, 200. Je ne parle pas des sympathisants du mouvement Shabbat de l'ancien pays, mais les vrais Hasidim sont rares. Il affirme « Je vais changer le judaïsme américain ». Et maintenant, avec le recul, vous savez, 90 ans plus tard, on peut voir l'impact de ces décisions parce que ce que le rabbi a vraiment fait, c'est porter le flambeau que son beau-père, le précédent rabbi, lui a transmis. Il a poursuivi cela de manière extrêmement créative, mais à bien des égards, il a surtout repris les idées de son beau-père, de les développer, de leur donner plus de force et de changer le destin du peuple juif. Oui, c'est un point très important et vraiment un tournant dans l'histoire juive américaine. Maintenant, l'une des principales différences entre Chabad et certains autres mouvements orthodoxes était sa relation avec le sionisme. Chabad était un mouvement qui avait, comme vous l'écrivez, des liens très forts avec la terre d'Israël bien avant la création de l'État d'Israël. Mais, comme beaucoup d'autres qui étaient hostiles au sionisme avant 1948, il était fortement en désaccord avec les Juifs laïcs qui voulaient essentiellement refaçonner l'identité juive en Israël, en rejetant à la fois la foi et la tradition.
Mais après 1948, le rabbi fait un choix différent concernant l'État d'Israël par rapport à certains autres membres de la communauté religieuse. Qu'a-t-il fait et pourquoi ce choix? Tout d'abord, Pour comprendre le contexte, le mouvement Lubavitch, historiquement, comme d'autres groupes religieux en Russie, était profondément attaché à l'idée que le fondement central de l'identité juive devait être la Torah et non le nationalisme laïque. Donc l'une des raisons, c'était l'opposition au sionisme. En fait, il y a une histoire très intéressante. Le premier groupe sioniste en Russie s'appelait Bilou, Bet Yaakov Leshuv Nusha, Maison de Jacob, sortons. Le quatrième rabbi, Reb Shmuel, est décédé en 1883. Il a dit qu'il avait discuté avec Bilou. Le verset dans la Torah dit « La maison de Jacob, allons-y, Beor Hashem, dans la lumière de Dieu ». Il a dit « S'ils avaient ajouté les deux dernières lignes, je me serais aussi joint à eux pour aller en Eretz Israël ». Donc le débat portait sur le cœur du sujet, à savoir la nature de l'identité juive et quelles sont les bases de l'identité juive. Et le sionisme, dans une large mesure, c'est ce qu'il voulait faire. Changer la façon dont les Juifs se voyaient eux-mêmes, montrer que nous avons une nation et un État. Nous n'avons plus besoin du judaïsme et nous n'avons plus besoin de la Torah. Cependant, il y a eu 3 réactions à la création de l'État en 1947 et 1948. Nous devons comprendre quelles elles sont. Le monde Haredi a dit « Vous savez quoi ? Nous avons eu une très mauvaise relation avec le sionisme depuis 70-80 ans. Nous allons créer une société dans la société. Nous aurons nos propres partis politiques pour nous défendre. Nous ne voulons vraiment pas soutenir le fait de servir dans l'armée. Nous ne souhaitons pas participer aussi activement à la société israélienne et allons adopter une attitude de retrait. » Les sionistes religieux disaient que l'État est le début du processus de rédemption. Et il y a une prière pour l'État d'Israël où l'on dit les mots « Reshet Tzmi Shut Gulatenu », la première floraison de notre rédemption. Et ils voyaient cela avec des racines religieuses très fortes. Qui est récité dans les synagogues massortis ainsi que par de nombreux fidèles massortis. Chabad a pris une position intermédiaire. Chabad a dit qu'il se situait entre les deux éléments différents. Premièrement, nous ne sommes pas d'accord avec cette idée de séparation de la société israélienne moderne. Donc, nous voulons être impliqués dans cette société. Le précédent Reb a dit à ses disciples que tout le monde doit participer à la défense du pays, que nous devons aller à l'armée. En fait, jusqu'à ce que la Cour suprême, contre laquelle j'ai moi-même des reproches en Israël, l'ait détruit, C'est un sujet que nous avons déjà abordé dans ce podcast, c'est certain. nous avions un accord officieux pendant des années. Depuis 20 ans, c'était officiel. Les garçons de Lubavitch et les étudiants rabbiniques, pas les filles, allaient à la yeshiva, puis ensuite à l'armée. Et il y a 2 semaines, le ministre israélien de la Défense a déploré que nous perdions de nombreux soldats de grande qualité parce que l'accord de Lubavitch a été abrogé par la Cour suprême israélienne. Nous étions le seul secteur Haredi prêt à aller à l'armée, et nous avons perdu plus d'une douzaine de soldats Lubavitch, ce qui ne les rend pas plus sains que les autres. Comme tant d'autres soldats tombés depuis le début de la guerre le 7 octobre. Donc, nous étions prêts à aller à l'armée plus tard, dans le cadre d'un certain arrangement. Nous voulions que nos garçons restent et étudient à la yeshiva pendant un certain temps, et nous avons eu une très bonne relation de travail avec le gouvernement pendant toutes ces années. Nous voulions être activement impliqués dans la société israélienne, mais sans nous engager en politique. En résumé, nous pouvons voter individuellement pour un parti politique, et certains partis cherchent le vote de Chabad, mais Chabad ne soutient jamais aucun parti. Il y a eu 2 élections où Chabad s'est impliqué dans des situations inhabituelles, mais c'était il y a longtemps, il y a 30 ans. Nous ne sommes pas impliqués dans les élections israéliennes et avons certains principes. Le rabbi a toujours été très préoccupé par le fait que céder des terres mettrait en danger la sécurité de l'État d'Israël, ce qui repose sur la question de la sécurité. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, s'est avéré très très vrai. Cela a pris du temps, mais nous voulons être des acteurs de la société israélienne. Nous sommes toujours inquiets de cette idée que le nationalisme laïque remplace l'identité juive, et cette idée continue de nous préoccuper. Nous ne nous en cachons pas. Je vais aussi vous donner la statistique la plus intéressante, c'est vraiment choquant. Les fédérations juives d'Amérique du Nord ont réalisé une étude qu'elles ont publiée il y a 1 an, mais tout n'a pas été rendu public, sur le sionisme et la communauté juive américaine. Et voici les chiffres. Dans le mouvement réformé, 32% des personnes s'identifient comme sionistes. Dans le mouvement massorti, c'est 55%. Chez les orthodoxes, c'est 65%. Et chez les Lubavitch, encore une fois, il s'agit principalement de juifs non religieux, non orthodoxes, qui vont chez les Lubavitch, 82% disent qu'ils sont sionistes. Lorsque cette étude a été révélée, j'étais assis avec un groupe de dirigeants juifs américains et j'ai dit « Quelle est la différence entre nous et vous ?»
J'ai dit, vous parlez de Balfour et de Hitler, enfin pas Hitler, Dieu m'en préserve, Balfour et Herzl, je me suis trompé. Balfour et Herzl qui avaient des idées nobles, vous savez, ils voulaient construire un État et tout ça. Et nous parlons aux Juifs en tant que Juifs de l'alliance fondamentale d'Abraham avec Dieu en disant que la terre d'Israël appartient au peuple juif. En d'autres termes, l'idée d'Eretz Yisraël, d'Israël, est un principe fondamental de l'identité juive qui touche à l'essence même de notre identité spirituelle, donc assez étrangement. Ce que les juifs antisionistes de gauche nient. Et donc, assez étrangement, le mouvement qui a été antisioniste pendant de nombreuses années, en raison de l'aspect du nationalisme laïque, c'est aujourd'hui le plus grand pilier et le principal soutien dans la diaspora pour l'État moderne d'Israël. Cela ne repose pas sur des statistiques inventées. Demandez à tout diplomate israélien. Je me fiche qu'il soit au Pérou ou au Paraguay, qu'il soit en Australie ou en Argentine, il va vous dire sur qui ils peuvent compter dans la communauté juive locale pour soutenir Israël. Donc même si nous sommes encore mal à l'aise avec cet élément de nationalisme laïque, nous croyons néanmoins fermement au soutien à Israël. Nous croyons à ce qui s'est passé. Dans toutes ces guerres, ce qui s'est passé était miraculeux. Et je vais conclure cette idée avec une déclaration très intéressante. Nous commémorons maintenant le 50e anniversaire du célèbre raid d'Entebbe. Je veux partager ce que le rabbi de Lubavitch a dit 1 à 2 semaines après ce raid. Il a dit, s'il y avait un soldat qui n'avait jamais, et puis nous savons tous que les avions ont volé pendant le Shabbat et ont atterri samedi soir à Entebbe pour sauver, vous savez, les Israéliens, toutes les personnes qui avaient été kidnappées là-bas. Et nous avons perdu le frère de Bibi Netanyahou. Et il y avait une autre femme appelée Edith Bloch, je crois que son nom était Bloch, qui a été tuée, mais tous les autres ont été sauvés. Et le rabbi a dit ceci, s'il y avait un soldat israélien qui n'avait jamais observé un seul Shabbat de sa vie, mais qui a volé pendant le Shabbat pour sauver la vie des gens à Entebbe, il est, et je vais le dire en hébreu, Begeder Tzadik Gomor. Il est considéré comme une personne sainte et comme un tzadik, une personne juste. Parce que c'est ainsi qu'on considère un soldat israélien qui risque sa vie. Et nous avons en fait de nombreux soldats isolés issus des communautés Lubavitch en Amérique. Et l'un d'eux a récemment été tué, Moshe Yitzhak Katz de New Haven, il a été tué. Il était parachutiste, acide avec barbe, tout ce qui s'y rattache, et venait de New Haven, Connecticut. Il porte le nom d'un des émissaires pionniers du précédent rabbi, envoyé à New Haven en 1943 pour fonder une école juive. Il a été tué il y a environ 2 mois lors d'une bataille au Liban. Nous avons donc payé le prix et sommes prêts à défendre Israël. Nous restons préoccupés par le nationalisme laïque. Nous ne faisons pas de politique en Israël, mais nous nous consacrons aux idées. Et nous avons plus de 1000 institutions en Israël qui favorisent la vie juive dans le pays sans visée politique. Oui, c'est tout à fait exact. Maintenant, ma dernière question. Dans Undaunted, vous avancez un argument très solide selon lequel le 6e rabbi était l'une des figures les plus importantes de la vie juive au XXe siècle. Mais en écrivant ce livre, vous avez, je pense, essayé de créer une œuvre de véritable érudition historique, mais aussi une œuvre qui intègre une partie du folklore du mouvement à son sujet et à propos de ses prédécesseurs, et qui considère les Rebs de Lubavitch comme des figures spirituelles dont la vie est en quelque sorte hors du commun, plutôt que de simples rabbins ordinaires. À quel point était-il difficile d'essayer de représenter ces deux aspects de cet homme et de son mouvement dans un seul livre? À un certain niveau, je pense que la difficulté vient du fait que je suis moi-même hasside. Parce qu'un hasside considère un rabbi comme une personne de sainteté et de pureté, et il voit qu'il vit sur un autre plan. Et moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré le précédent rabbi, donc je ne peux pas vous en parler, mais ayant eu des centaines de rencontres avec le rabbi, des réunions privées avec le rabbi, des dizaines de Farbrengen, vous savez, je dirais des centaines de Farbrengen, des rassemblements hassidiques, de nombreuses rencontres différentes avec le rabbi. Le rabbi m'a aussi donné des conseils très importants et des moments clés dans ma vie qui ont eu un grand impact sur moi. Un ami à moi, un rabbin conservateur, m'a dit, il y a quelque temps, il m'a dit « Dov, j'ai fait une erreur dans ma vie. » J'ai dit « Laquelle ?» Il m'a dit qu'il n'avait jamais rencontré le rabbi. Je lui ai donc répondu qu'il y avait 2 choses qu'il n'avait pas connues. Je lui ai dit, tu n'as pas connu l'honnêteté émotionnelle, ni rencontré quelqu'un vivant comme un tzaddik sur un plan spirituel supérieur, parce que quand tu avais affaire à un rabbi, tu savais que tout était vérité.
Et deuxièmement, qu'ils vivent sur un plan spirituel supérieur. Donc je peux te raconter ce qu'on appelle des histoires de rabbi. Tu sais, j'ai eu une histoire moi-même avec le rabbi qui est littéralement un miracle. Je me suis en fait éloigné de ces histoires dans le livre. J'ai mis une seule note en bas de page sur une femme de ma communauté, aujourd'hui décédée. Sa fille vit dans ma communauté, elle a reçu une bénédiction du rabbi dans une gare en 1932 et sa vue a été restaurée. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, je n'ai pas suivi cette voie. Je voulais écrire un livre qui ne soit pas une hagiographie, mais qui soit véridique et complet. Il y a 120 pages de sources. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez contester les sources. Peut-être que j'ai tort. C'est un travail de recherche historique sérieux. C'est ainsi que j'ai été formé. Vous savez, j'ai étudié l'histoire, pas le journalisme. Je pensais que c'était très important. Je pensais que c'était très important parce que la plupart des livres que l'on trouve, les biographies des grands rabbins qui existent, surtout dans le monde orthodoxe, sont essentiellement des hagiographies. Ils ne parlent pas de leurs difficultés, ils ne parlent pas de leurs défis. Ce qui est si unique avec le précédent rabbi, c'est qu'il écrit énormément sur son propre monde intérieur. Nous avons des milliers de lettres qu'il a écrites. Nous avons des journaux intimes qu'il a rédigés. Nous avons donc une véritable perception de son propre sentiment d'angoisse lorsqu'il écrit sur la Shoah en 1943, lorsqu'il écrit, un an plus tôt, une lettre « Je suis en Amérique. J'essaie de faire toutes ces choses. Aucun des Hassidim ne m'écoute. » Il est très frustré. Nous avons vraiment... Il écrit sur ses problèmes de santé. Il écrit sur lui-même. Nous le voyons à travers ses propres mots. Une des grandes bénédictions en écrivant ce livre fut d'avoir de nombreux documents qu'il avait lui-même rédigés. J'aurais aimé pouvoir l'écrire il y a 25 ou 30 ans parce que j'aurais pu rencontrer beaucoup de personnes qui avaient une relation plus proche avec lui. Donc j'ai eu du mal. Je ne voulais pas écrire un livre qui soit une hagiographie où tout est merveilleux et parfait. Vous savez, on raconte toujours ces histoires sur ces grands rabbins. Ils sont nés, ils ont appris la Mishnah à 6 ans, ils ont appris le Talmud. Ils avaient 12 ans et ils n'ont jamais eu un moment d'angoisse dans leur vie. Ce n'est tout simplement pas vrai. Je ne voulais pas faire partie de ce milieu. C'est pourquoi, par exemple, j'ai un éditeur juif grand public, Koren, Maguid, une division de Koren. Je voulais avoir ce sentiment d'indépendance. Et maintenant, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que le mouvement Lubavitch est une communauté très autocritique. C'est une communauté avec un esprit très indépendant. Il y a énormément d'individualisme. Dieu merci, j'ai reçu des critiques, essentiellement parce que j'ai peut-être commis une petite erreur factuelle ici ou là, mais le livre a été accueilli de façon phénoménale. Et j'ai été très surpris par cela. Donc je pense que c'est parce que le rabbi est tellement ouvert sur lui-même et parce que le sujet est tellement intéressant. Et au-delà de ça, j'ai essayé de lui donner un contexte historique, pas seulement en regardant ses réalisations, mais en les plaçant dans le contexte historique des réalisations des autres. Beaucoup, en écrivant des histoires, surtout dans le monde orthodoxe, considèrent leur approche comme la seule possible. Et je considère que les réalisations des autres sont importantes. Donc ça a été un vrai défi pour moi. J'ai travaillé très dur. Sur certains chapitres, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Le chapitre 10 sur les années de guerre m'a pris 3 ou 4 mois à écrire car il abordait des sujets très difficiles. Mais je pense que sa vie est vraiment remarquable et on voit comment il a, premièrement, je crois vraiment ce qui est écrit sur la couverture. Il a sauvé les Juifs de Russie, les Juifs soviétiques, parce qu'aujourd'hui, le judaïsme en Russie, dans l'ancienne Union soviétique, c'est presque tout ce qui était clandestin, qui est sorti au grand jour. Il a transformé le judaïsme américain. Et les dernières années de sa vie, dont je parle dans le dernier chapitre, il fait aussi quelque chose de révolutionnaire parce qu'en 1946, à la fin de 46 et en 47, 1000 Hasidim Chabad s'échappent de Russie avec de faux passeports polonais. D'ailleurs, ce n'est pas seulement un film hollywoodien, c'est une série Netflix. Mais encore une fois, ils ne vont pas le faire parce que Dieu nous en préserve. Pour eux, faire quelque chose de bien serait impensable. Maintenant, ils s'échappent de Russie. Maintenant, ces gens ont vécu sous 25-30 ans d'oppression communiste. Ils sont fatigués. Mon frère est allé en Sibérie. Mon cousin est allé en Sibérie. Je suis allé en Sibérie. Mais pour vous donner une idée de la façon dont le rabbi abordait cela, il y a un homme appelé Semash Garevitch. Il a passé 5 ans dans une prison soviétique. Il s'est échappé avec sa famille de Russie. Il arrive en Allemagne, puis il se retrouve dans des camps de personnes déplacées. Il essaie d'aller en Amérique et il finit par arriver à Cuba. Il y arrive en 1949. Il ne peut pas obtenir de visa américain. Il écrit à son oncle en Amérique, secrétaire du rabbi, et lui demande « S'il te plaît, dis au rabbi que j'ai besoin d'aide pour un visa. » Le rabbi renvoie un mot. « Pourquoi Semak se précipite-t-il ici? Il y a tellement de choses à faire à Cuba. »
Un rabbin, non Lubavitch, lui écrivait depuis Santiago et envoie Semak là-bas pour créer des écoles juives. Pourquoi partir en Amérique? Il y a des juifs à Cuba, avant Castro, dont il faut s'occuper. Que fais-tu? Cet homme a passé 5 ans en Sibérie, seul avec sa femme et ses enfants. Et il est le seul hasside dans toute Cuba. Qu'est-ce que tu fais pour changer le judaïsme à Cuba? D'accord, après avoir fait tout ça, il envoie, dites à Tsemak qu'il peut venir maintenant, et il vient en Amérique. Mais il prend ces hassidim qui sont sortis de cette terrible période soviétique et les étudiants rabbiniques qui ont survécu à Shanghai et il leur dit « D'accord, les gars, les garçons et les filles, vous, je veux vous encourager à aller en Australie. Vous allez en France, à Londres et en Israël, dans la nouvelle ville de Lubavitch. » Lui, si vous allez et regardez autour du monde aujourd'hui et que vous voyez ce qu'est Lubavitch aujourd'hui en France, où la moitié des rabbins en France sont des rabbins Lubavitch. En Angleterre ou en Australie, 80% des rabbins dans les synagogues sont aujourd'hui des rabbins Lubavitch, ainsi que dans les écoles. C'est la plus grande organisation du pays en Amérique du Sud. Et dans tous ces endroits, il prépare l'avenir en envoyant ses plus proches hassidim. Ils sont tous fatigués. Ils ont traversé le communisme. Ils ne sont pas vraiment enthousiastes à propos de tout cela. Il se bat. Tout le monde n'écoute pas. Et il veut changer le monde juif. Et son dernier acte est le plus intéressant. Il se tourne vers un groupe d'étudiants de Yeshiva à New York, pas des étudiants de Lubavitch, autour des fêtes en 1950. En septembre 1950, il déclare « Je veux vous envoyer au Maroc pour créer un système scolaire juif. Les étudiants de la Yeshiva Mir ne veulent pas y aller. » Alors, juste avant sa mort, il demande à son gendre « Je veux créer un système scolaire au Maroc, en Tunisie et en Afrique du Nord. » Que fait son gendre comme premier acte en devenant Rebbe, même avant d'être officiellement nommé? Chabad crée un immense réseau éducatif dans les années 50 et 60 en partenariat avec le Joint. Il faut leur reconnaître cela, ce qui permet à de nombreux juifs d'Afrique du Nord, de Tunisie et du Maroc de recevoir une éducation juive. Ainsi, le dernier acte dans ce monde d'un Rebbe hassidique né dans la petite ville de Lubavitch est de s'assurer que le juif de Meknès, de Casablanca, de Fès reçoive une éducation juive. C'est la vision d'un leader juif mondial. Point très important et une bonne façon de conclure. Rav, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Comment nos téléspectateurs et auditeurs peuvent-ils obtenir un exemplaire de Undaunted? Undaunted est en vente sur Amazon, Barnes & Noble et dans toutes les librairies juives. Il ne reste plus beaucoup de librairies traditionnelles. Les librairies traditionnelles ont presque disparu. C'est une vraie tragédie. Hélas, oui. Le livre est disponible. Je les invite à écrire des critiques sur Amazon. Toutes les critiques sont 5 étoiles jusqu'ici. J'en aurais besoin de plus. Ils peuvent critiquer librement. Mais je pense que cette histoire est très importante parce qu'elle nous parle de défendre des idéaux et aussi de notre capacité. Le Rebbe a donné aux gens le pouvoir d'agir comme agents du changement, croyant que ces hassidim pouvaient accomplir de grandes choses. Je pense que cela nous enseigne la responsabilité personnelle et que chacun peut changer les choses dans le monde. Tout ce qu'il voulait, c'est que lui et nous puissions changer le destin juif. Il a changé le destin juif au XXe siècle. Et je crois que ces hassidim continueront dans cette voie. Je vais juste terminer avec ceci. J'ai 2 merveilleux petits-enfants qui, au cours des 6 à 8 derniers mois, sont tous les 2 devenus des émissaires du mouvement Lubavitch. L'un à San Francisco, où il travaille avec de jeunes professionnels juifs, l'autre à Budapest. Il a épousé une Budapestienne exerçant le même métier. Et le fait que cette nouvelle génération de jeunes rabbins Lubavitch, dans la vingtaine, et les Rebbetzin, qui partent avec eux en tant que partenaires, poursuivent cette mission. Que le précédent Rebbe a commencé, que le Rebbe a poursuivi dans la génération suivante, je pense que c'est vraiment une telle justification des idéaux que le précédent Rabbi et le Rabbi nous ont enseignés. De sacrifice de soi, de sollicitude, de préoccupation, de responsabilité juive, d'amour pour son prochain juif, et du fait que la Torah peut être enseignée avec amour à la prochaine génération, où ils peuvent choisir de se rattacher à leurs traditions et à leur héritage pour les faire perdurer. Et le fait que nous ayons autant de jeunes qui veulent poursuivre cet idéalisme que le précédent Rebbe a initié et que le Rebbe a continué, je pense que c'est un témoignage remarquable de l'héritage qu'ils nous ont laissé. Eh bien, je pense que nous pouvons tous dire Amen à cela. Que puis-je vous dire? Oui. Des petits-enfants, un à Budapest et un à San Francisco. Eh bien, Mazel Tov pour leur réussite. Et je recommande vraiment ce livre.
C'est un élément important de l'histoire juive et, comme le dit le rabbin, une source d'inspiration pour les générations à venir. Nous voulons aussi remercier notre public. N'oubliez pas d'écouter chaque jour l'édition quotidienne de Jonathan Tobin que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Et que vous nous écoutiez sur l'une de ces plateformes ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci de mettre un j'aime et ou de vous abonner à JNS, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et de nous laisser de bons avis. Veuillez nous écrire à l'adresse thinkwiseans.org et dites-nous où vous écoutez ou regardez l'émission et ce que vous en pensez. Et souvenez-vous, continuez à lire et à réfléchir par vous-même. Et nous vous retrouverons la semaine prochaine.